Une millionnaire invite le fils de sa servante noire à jouer aux échecs pour plaisanter. Elle ne savait pas qu'il était un enfant génie. Viens ici, mon garçon. Tu veux me montrer comment tu joues aux échecs dans les bidonvilles? La voix de Madame Victoria Whitman résonnait dans le salon en marbre et or de son manoir de Beverly Hills, dégoulinant du genre d'arrogance que seule une personne qui n'a jamais eu à gagner quoi que ce soit peut rassembler. Diego Santos, 17 ans, aidait sa mère Carmen à servir des hors-d'œuvre lors d'un dîner de charité lorsque le millionnaire a décidé de le transformer en divertissement de la soirée. Les autres invités hommes d'affaires, politiciens et leurs épouses ennuyées riaient discrètement derrière leur coupe de champagne à $1000. Victoria avait organisé l'événement pour collecter des fonds pour les jeunes défavorisés, mais elle ne s'attendait clairement pas à ce que l'un d'eux serve des canapés sous son toit. L'ironie, pour elle, était délicieuse. Je parie qu'il peut au moins déplacer les pièces, sourit Victoria en désignant l'échiquier italien poli sur sa table basse. Ce sera amusant de voir ce que ce garçon peut faire contre quelqu'un qui a vraiment étudié le jeu. Monsieur Hamilton, propriétaire de 3 chaînes d'hôtels de luxe, s'est penché vers sa femme et a murmuré « Je parie qu'il ne sait même pas que le cavalier se déplace en forme de L ». Les rires se sont répandus dans la pièce comme des vagues sur un lac de supériorité. La mère de Diego, Carmen, baissa les yeux et serra le poing autour du plateau d'argent. 20 ans à nettoyer cette maison. 20 ans à élever son fils seul avec le salaire d'une bonne. Et elle a quand même dû regarder son patron transformer son fils en blague, juste pour amuser une salle pleine de millionnaires suffisants. Elle connaissait Victoria depuis qu'elles étaient jeunes. Elle l'avait vue évoluer d'une héritière gâtée à une mondaine cruelle, aussi raffinée que venimeuse. « Carmen, tu peux arrêter de servir pendant quelques minutes, ordonna Victoria avec une cruauté édulcorée. Je veux que tu regardes ton fils jouer. Ce sera instructif, pour vous deux. Mais Diego n'a pas bougé tout de suite. Il resta immobile, les yeux rivés sur le tableau, puis se leva pour scruter la pièce. À 17 ans, il avait déjà appris que le silence pouvait révéler davantage de choses sur les gens que 1000 mots. Et à cet instant, ce qu'il voyait dans ces visages bien habillés était de l'ignorance déguisée en charme. Ce qu'ils ne savaient pas et ce qu'ils allaient apprendre à leurs dépens, c'était à qui ils avaient réellement affaire. Il y avait quelque chose dans la posture de Diego qui fit arrêter de rire quelques invités. Un silence. Comme le silence avant un orage. Ses doigts tremblaient légèrement, presque inconsciemment, comme s'il jouait déjà sur un plateau que lui seul pouvait voir. Bien sûr, Madame Whitman, dit enfin Diego, la voix calme, les yeux indéchiffrables. Ce sera un plaisir pour moi. Victoria sourit comme si elle avait déjà gagné. Elle s'enfonça dans son fauteuil en cuir comme une reine s'installant pour regarder un combat de gladiateurs. Excellent. Je parie que tu n'as jamais joué sur un plateau comme celui-ci, n'est-ce pas? Du véritable marbre italien. Chaque pièce vaut plus que, eh bien, vous savez. La représentante de l'État, Jennifer Mills, assise près de la fenêtre, se pencha et murmura, « Victoria, êtes-vous sûre que ce n'est pas cruel? Le pauvre garçon va être humilié. » C'est absurde, répondit Victoria en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. C'est une occasion d'apprendre. Il rentrera chez lui en se vantant d'avoir joué aux échecs dans un vrai manoir. Ce que Victoria Whitman ignorait et allait bientôt découvrir de la manière la plus humiliante, c'est que cette gamine des bidonvilles avait passé les 8 dernières années à dévorer toutes les ouvertures, toutes les défenses, tous les pièges que les grands maîtres d'échecs avaient jamais inventés. Pendant que d'autres adolescents jouaient à des jeux vidéo, Diego empruntait des livres usés à la bibliothèque publique, analysait des matchs légendaires sur un ordinateur cassé qu'il avait réparé lui-même. Aux premières heures avant l'école, tandis que Carmen travaillait en double équipe pour nettoyer les maisons des autres, il étudiait les jeux de Kasparov, Fischer et Carlsen. Il avait mémorisé plus de 200 ouvertures. Il pouvait réciter par cœur les 50 défenses les plus célèbres de l'histoire des échecs. Mais plus important encore, Victoria n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être publiquement et brutalement surpassée par le garçon qu'elle avait réduit à une blague juste devant tous ses puissants amis. Tandis qu'elle disposait les pièces avec un flair dramatique, Diego ne se contentait pas de regarder l'échiquier. Il a étudié chaque invité. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vif, d'intentionnel qui montrait clairement qu'il ne se préparait pas seulement pour un match. Il était sur le point de réécrire toutes les hypothèses dans cette pièce sur qui méritait le respect. Si cette histoire de préjugés et de génie silencieux vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite a prouvé à quel point il peut être coûteux de juger quelqu'un sur les apparences.
Victoria a pris les pièces blanches avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais eu à perdre quoi que ce soit de significatif. Je joue toujours avec les blancs, mon cher. C'est une tradition familiale, sourit-elle, ignorant qu'en tournoi d'échecs, les couleurs sont déterminées par tirage au sort. Diego hocha la tête sans un mot. Il a disposé les pièces noires avec une précision mécanique. Chaque pièce était placée exactement au centre de son carré, parfaitement alignée, comme si ce plateau italien scintillant n'était qu'un autre mardi pour lui. Rendons cela intéressant, a déclaré Victoria. Si le garçon parvient à me faire peur ne serait-ce qu'une seule fois, je donnerai $1000 à, je ne sais pas, à une école publique. Encore des rires. Mais cette fois, Diego leva les yeux et sourit. Un petit sourire subtil qui ne touchait jamais ses yeux. Carmen frissonna. Elle connaissait ce sourire. C'était le même sourire qu'il arborait à l'école lorsque les professeurs doutaient de lui. Le même sourire qu'il avait à 12 ans, quand il disait qu'il n'avait plus besoin de son aide pour ses devoirs de mathématiques. Victoria a ouvert avec un pion en E4. L'ouverture du pion du roi, mon cher. Un classique, dit-elle d'un air suffisant. Nous l'avons appris à Harvard. Diego a répondu instantanément. C5. La défense sicilienne. Le silence tomba. Ce n'était pas le geste de quelqu'un qui connaissait à peine les règles. C'était le geste de quelqu'un qui vivait et respirait les échecs. Intéressant, murmura la députée Mills en se penchant. Victoria hésita. Juste pendant 3 secondes. Mais cela a été assez long pour que Diego le sache, elle avait mémorisé quelques ouvertures flashy, mais n'avait aucune compréhension réelle de la théorie des échecs. Elle a suivi avec le cavalier jusqu'à F3, probablement à partir d'un modèle qu'elle avait repris dans un club social d'élite. Pendant que Victoria réfléchissait à sa prochaine décision, Diego fit un bref voyage dans le temps. Il avait 9 ans et avait trouvé un livre d'échecs déchiré dans la poubelle de la bibliothèque. Il l'a glissé chez lui dans son sac à dos et a demandé à Carmen de lui apprendre les bases. « Mijo, pourquoi veux-tu apprendre ça ?» avait-elle demandé, épuisée après avoir travaillé 2 fois par jour. « Pour faire comme les enfants de riches, maman. Ils disent toujours qu'ils sont plus intelligents que nous. » À l'époque, Carmen gagnait seulement 6 cents par mois. Il n'y avait pas d'argent pour les cours. Pas d'ordinateur. Pas de luxe. Mais il y avait la bibliothèque publique. Et dans ces allées tranquilles, Diego a trouvé le pouvoir. Chaque jour après l'école, il marchait 3 kilomètres pour étudier des jeux historiques que personne d'autre ne touchait. Victoria a finalement joué un pion en D3, un coup prudent et faible. Cela a révélé sa nature, toujours en quête de contrôle, effrayé par le risque. Diego a répondu avec un cavalier en C6. Un développement intentionnel. Il l'a joué en moins de 5 secondes, comme s'il suivait un plan qu'il avait intériorisé il y a des années. Notre petit garçon va trop vite, a dit Victoria aux invités. Aux échecs réels, vous pensivant de jouer. Et c'est là que Diego a subi son premier coup psychologique. Il s'arrêta. J'ai fait semblant de réfléchir. 15 secondes d'immobilité, puis le pion du fou en G6, préparant un fianchetto. Pour un œil non averti, cela semblait impulsif. Mais en réalité, c'était la première note d'une symphonie complexe de mouvements à venir. Ah, vous voyez ? Victoria se tourna triomphalement vers son public. Il n'a pas la patience de réfléchir. C'est typique. Mais Monsieur Hamilton, qui avait joué aux échecs en compétition à l'université, s'est penché en avant. Il a reconnu le modèle. Et il commença à soupçonner. Cela n'allait pas se terminer comme Victoria le pensait. Ce garçon prépare un dragon rapide. Un quoi, répondit-elle, visiblement agacée d'avoir été interrompue alors qu'elle faisait une démonstration impeccable de supériorité. C'est une variante de la sicilienne, assez sophistiquée. Victoria regarda le tableau, une nouvelle tension s'insinuant dans ses épaules. C'est absurde. Il a dû le voir dans un film. Mais au fil des coups, quelque chose d'inquiétant commença à se dessiner. Diego ne se contentait pas de suivre ses stratégies, il imposait le rythme même du jeu. Chaque pièce qu'il développait atterrissait exactement sur la bonne case, créant une harmonie si précise qu'elle transformait l'échiquier en une symphonie visuelle. Depuis un coin de la pièce, Carmen observait en silence, le cœur battant. Elle savait que Diego était talentueux, mais elle ne l'avait jamais vu jouer contre quelqu'un qui avait une estime aussi inébranlable pour elle. Et à cet instant, après 20 ans de travail dans cette maison,
Carmen vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de Victoria Whitman, la peur. La peur de réaliser qu'elle n'est peut-être pas aussi spéciale qu'elle l'a toujours cru. Chaque nouvelle humiliation que Victoria tentait d'infliger ne faisait qu'alimenter quelque chose de profond en Diego, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Une force silencieuse, grandissant à chaque injustice qu'elle lui infligeait. Ce que ses invités privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque ricanement, chaque acte de condescendance, n'était qu'un clou de plus dans le cercueil de sa supériorité imaginaire, inscrite avec une fureur silencieuse sur les 64 cases d'un échiquier. Et ce tableau allait bientôt devenir le théâtre de l'une des plus grandes humiliations sociales de l'histoire de Beverly Hills. Le 10e coup de Diego fit s'étouffer Monsieur Hamilton avec son whisky. Le garçon avait sacrifié un pion dans ce qui semblait être une simple bévue, mais tout joueur expérimenté aurait vu le piège caché sous cette apparence innocente. « Victoria, dit Hamilton, la voix soudainement tendue, ce garçon n'est pas un amateur. » Mais Victoria était trop obsédée par l'idée de prouver sa domination pour tenir compte d'un avertissement. « Du calme, mon chéri. » Il a probablement mémorisé quelques mouvements spectaculaires grâce à Internet. J'en aurai fini dans 5 minutes. C'est alors que Diego fit quelque chose d'inattendu. Il se leva de sa chaise et marcha lentement vers Carmen, qui l'observait silencieusement depuis un coin, les mains jointes sur la poitrine. « Maman, dit-il d'une voix douce mais ferme, résonnant dans le silence tendu de la pièce, tu te souviens quand tu as dit qu'un jour je montrerai à ces gens qui nous sommes vraiment ?» Carmen hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle se souvenait parfaitement de ce moment. C'était le jour où Diego avait eu 15 ans. Elle n'avait même pas eu les moyens de s'offrir un gâteau d'anniversaire. Il l'avait trouvé en pleurs dans la cuisine exiguë de leur petite maison et lui avait promis qu'un jour, tout changerait. « Ce garçon a plus de classe que nous tous réunis », murmura la députée Mills à son mari, observant la mère et le fils avec une révérence silencieuse. Victoria tapota ses doigts avec impatience sur la table. « On peut continuer le jeu ? J'ai d'autres engagements aujourd'hui. » Diego revint au tableau, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'adolescent timide qu'on amenait pour quelques minutes de divertissement poli. Il était devenu quelqu'un de complètement différent, un jeune homme façonné par le sacrifice, façonné par les épreuves, animé par une soif qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. Son 11e mouvement fut exécuté avec une précision chirurgicale. Victoria fronça les sourcils. Pour la première fois dans le match, elle faisait face à une double menace. Si elle protégeait son roi, elle perdrait sa dame. Si elle protégeait sa dame, elle serait échec et mat en 3 coups. « C'est impossible », murmura Victoria, son regard parcourant l'échiquier. Pour la première fois, elle étudiait vraiment le jeu. Hamilton se pencha plus près, son visage pâle de réalisation. « Victoria, tu es surpassée par un enfant qui n'a probablement jamais mis les pieds dans un club d'échecs officiel. » Tandis que Victoria cherchait désespérément une issue, Diego leva les yeux et scruta la pièce. Tous les invités étaient captivés. La députée Mills avait posé sa flûte de champagne. Le propriétaire de la chaîne hôtelière avait coupé son téléphone. Même l'épouse d'Hamilton, qui feuilletait nonchalamment un magazine de mode, était figée, les yeux rivés sur le tableau. Carmen reconnut l'expression de son fils. C'était la même qu'à 12 ans, lorsqu'il découvrit la section échecs de la bibliothèque municipale. La même qu'il arborait pendant 5 heures d'affilée à étudier des parties historiques sur un ordinateur lent et cassé. La même qu'il avait chaque matin à 5 heures, résolvant des problèmes tactiques avant de partir à l'école. Victoria a finalement fait un geste ou une tentative désespérée pour éviter le piège mais il était déjà trop tard. Diego l'avait prévu depuis 6 coups. « Tchèque », dit-il doucement en plaçant sa dame en position. 3 continuations gagnantes brillaient sur le tableau comme des lames brillantes. Le silence s'abattit sur la pièce. Victoria regarda le tableau. Puis Diego. Puis de nouveau le tableau. Ses mains tremblaient non pas de peur, mais d'une rage à peine contenue. Une rage à l'idée d'être systématiquement démantelée par quelqu'un qu'elle avait toujours considéré comme inférieur à elle. « Tu as dû mémoriser cette séquence quelque part », lança-t-elle d'une voix tendue et aiguë. « Personne n'apprend ça tout seul. » Diego a souri pour la première fois depuis le début du match. « Vous avez raison, madame, dit-il calmement. Je l'ai appris de Garry Kasparov. » « Kasparov t'a appris quelque chose ?» halta Hamilton, manquant de laisser tomber son verre. « Pas personnellement, » répondit Diego en glissant une dernière pièce. « Mais j'ai étudié toutes ces parties documentées. 1830 pour être exact. » Il s'arrêta.
Cette séquence? Il l'a utilisée contre Karpov lors du 23e match du championnat du monde 1984. Victoria scruta la pièce du regard, cherchant désespérément quelqu'un n'importe qui pour la défendre. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne vit qu'une désapprobation silencieuse. Pas d'admiration. Pas d'envie. Juste une froide déception. Carmen s'avança. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était assurée et fière. Mon fils se levait tous les jours à 5 heures du matin pour réviser avant l'école. Il marchait 10 kilomètres jusqu'à la bibliothèque, car nous n'avions pas les moyens d'avoir Internet. Quand je faisais des doubles vacations, il est resté debout toute la nuit à résoudre des problèmes d'échecs à la lueur des bougies, parce que nous avions l'électricité coupée. Pas un bruit dans la pièce. Diego se tourna vers sa mère avec un regard empreint d'amour et d'acier. Certains invités durent détourner le regard. Échec et mat, murmura-t-il en plaçant sa reine en position finale. Victoria fixa le plateau pendant un long moment, comme si elle souhaitait que les pièces se réorganisent. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, Diego l'observait avec le même calme et la même indifférence. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Les invités ne le prenaient plus pour un amusé. Ils le voyaient comme une force. Il venait de réécrire tout ce qu'il pensait savoir sur le talent, la classe et la valeur. Et il regardait Victoria avec quelque chose qu'elle n'avait jamais connu de toute sa vie, la honte. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cette défaite au tableau n'était pas la fin. C'était le premier coup d'une partie beaucoup plus importante. Un jeu qui remettrait en question toutes les règles tacites qu'elle tenait pour acquises. Un jeu où Diego, le garçon qu'elle avait sous-estimé, prouverait que la vraie noblesse n'a rien à voir avec les noms de famille ou les soldes bancaires. Victoria fixa l'échiquier pendant 15 longues secondes. Ses doigts tremblants effleurèrent le roi renversé, comme si elle pouvait, d'un simple toucher, inverser le résultat. Le silence était si complet que le tic-tac de l'horloge murale à $15 000 résonnait dans la pièce. C'était de la chance, balbutia-t-elle d'une voix caverneuse. Il a dû mémoriser exactement cette séquence quelque part. Hamilton se leva et se dirigea vers le tableau, d'une voix basse et certaine. Victoria, ce garçon vient de réaliser une variante de la sicilienne que même moi je ne connaissais pas. Et je joue à ce jeu depuis 40 ans. La députée Mills a discrètement levé son téléphone et a commencé à enregistrer. En femme politique chevronnée, elle a immédiatement perçu le potentiel viral de l'instant, une femme riche et raciste publiquement détruite par un humble prodige qu'elle avait écarté. Je n'accepte pas ça, dit Victoria en se levant brusquement et en renversant quelques pièces. Il y a quelque chose qui cloche. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a entraîné pour m'humilier. Diego ne broncha pas. Il resta assis, serein. Tu veux une revanche, demanda-t-il. Je peux affronter n'importe qui ici. Ou tous en même temps, si tu préfères. Le commentaire a suscité un murmure nerveux parmi les invités. Et dans cette tempête silencieuse d'incrédulité, un nouveau chapitre commençait déjà. C'était une offre qui semblait impossible, mais après ce qu'il venait de voir, personne n'osait douter de lui. Tu es arrogante, là, rétorqua Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation. Un garçon des bas-fonds ne parle pas comme ça à ses supérieurs. C'est alors que Carmen s'avança. Pour la première fois depuis 20 ans, elle regarda Victoria Whitman droit dans les yeux, sans baisser la tête. Madame Whitman, dit Carmen d'une voix ferme et inébranlable, mon fils ne vient pas des bas-fonds. Nous sommes issus d'un quartier ouvrier, et il n'est pas arrogant. Il est honnête quant à ses capacités, ce que vous ne pouvez clairement pas faire avec les vôtres. La tension monta dans la salle. Certains invités échangèrent des regards inquiets, comprenant qu'il assistait à quelque chose de bien plus important qu'une simple partie d'échecs. Victoria se tourna vers Carmen avec fureur. Comment oses-tu me parler ainsi? As-tu oublié ta place dans cette maison? Non, répondit calmement Carmen. Je me souvenais de ma valeur. Hamilton, visiblement mal à l'aise face à la tournure que prenaient les événements, intervint. Victoria, peut-être devrions-nous reconnaître que ce jeune homme a un véritable talent. Victoria rit amèrement. Tu ne comprends pas? C'était un piège. Quelqu'un l'a dressé spécialement pour me faire passer pour une idiote chez moi. Diego se leva enfin. Lorsqu'il parla, sa voix exprimait une maturité qui fit taire instantanément tous les adultes présents. Madame Whitman, voulez-vous savoir la vérité? Je n'ai pas été formé pour vous humilier.
J'ai passé les 8 dernières années à étudier les échecs parce que je rêvais de jouer contre des gens qui respectaient ce jeu. Des gens qui comprenaient que le talent n'a ni couleur, ni classe sociale, ni nom de famille. Il s'arrêta, ses yeux scrutant chaque visage présent. Quand tu m'as demandé comment on jouait aux échecs dans les bidonvilles, j'ai cru, l'espace d'un instant, que j'aurais une réelle chance de gagner le respect. Mais maintenant, je vois que tu n'as jamais voulu un match équitable. Tu voulais du spectacle. Tu voulais m'humilier. La députée Miss avait arrêté d'enregistrer, captivée par la scène. « Quel âge as-tu, gamin » demanda-t-elle. « 17, répondit Diego. « Et depuis combien de temps joues-tu sérieusement » 8 ans. Miss se tourna vers Victoria avec une expression d'incrédulité et de déception. « Victoria, tu viens de te faire battre par un adolescent autodidacte. Un adolescent dont tu emploies la famille. Un adolescent que tu as invité à jouer pour te moquer. » Victoria sentait le poids de chaque regard dans la pièce. Pour la première fois de sa vie, ce n'étaient pas des regards emplis d'admiration ou d'envie, mais de jugement. Je ne savais pas qu'il jouait sérieusement, balbutia-t-elle, sa voix semblant fragile même pour elle-même. La question n'est pas de savoir s'il a joué sérieusement, intervint Hamilton, visiblement irrité. La question est, pourquoi avez-vous supposé qu'il serait facilement battu ? Parce qu'il est le fils de votre domestique ? Parce qu'il est noir ? Parce qu'il n'a pas d'argent ? Le silence qui suivit fut dévastateur. Diego disposa calmement les pièces d'échecs sur l'échiquier, chaque mouvement étant précis et délibéré. « Merci pour le jeu, Madame Whitman. » C'était instructif. Quand il eut fini, il se tourna vers sa mère. « Maman, on peut y aller ? J'ai école demain. » Carmen hocha la tête et retira le tablier qu'elle portait pour servir les invités. Mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Victoria. « Madame Whitman, merci de m'avoir montré que mon fils mérite d'être dans un endroit bien meilleur que celui-ci. » Alors que la mère et le fils se dirigeaient vers la porte, la députée Miss a crié. « Diego, es-tu intéressé par des bourses ? Je connais des universités qui seraient ravies d'accueillir quelqu'un avec ton talent. » Diego s'arrêta et sourit, son premier vrai sourire de la soirée. « Très intéressé, madame. » Miss lui a remis sa carte. « Appelle-moi lundi. » Victoria resta figée, encore en train de traiter le fait qu'en moins d'une heure, elle était passée du statut d'hôtesse respectée à celui de femme qui avait sous-estimé un prodige par préjugé au-devant des témoins puissants. Lorsque la porte se referma sur Diego et Carmen, les invités échangèrent des regards dans un silence gêné. Hamilton fut le premier à se lever. « Je pense que je ferais mieux de partir aussi. » Un à un, les invités suivirent, ne leur adressant que des adieux froids et des regards désapprobateurs. Victoria resta seule dans la pièce, les yeux toujours fixés sur le tableau où son arrogance avait été méthodiquement démantelée par une adolescente qu'elle considérait autrefois comme inférieure à elle. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cette nuit ne serait que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste, un jeu dans lequel Diego Santos non seulement réécrirait sa propre histoire, mais remettrait également en question le fondement même du privilège que des gens comme Victoria Whitman tenaient pour acquis. Alors que Diego rentrait chez lui sous les étoiles de Beverly Hills, sa mère à ses côtés, il portait dans sa poche la carte qui allait changer sa vie à jamais. Dans son esprit, il ne se contentait plus de calculer des coups d'échec, il planifiait quelque chose de bien plus ambitieux. Le jeu consiste à prouver que la véritable noblesse ne peut pas être achetée avec de l'argent, mais doit être gagnée par le caractère. 6 mois plus tard, Diego Santos arpentait les couloirs de l'université Stanford avec une bourse complète pour étudier l'ingénierie. La députée Miss avait tenu sa promesse, lui offrant non seulement des opportunités académiques, mais aussi un réseau mondial de personnes percevant le talent pour ce qu'il est réellement, quel que soit son milieu. La vidéo de cette soirée à Beverly Hills était devenue virale. 3 millions de vues en 2 semaines. Non pas parce que quelqu'un avait filmé le match en secret, mais parce que la députée Miss avait elle-même partagé l'histoire. Elle a fait de Diego un symbole de résilience et de victoire. Et de Victoria, un exemple édifiant de ce qui arrive lorsque les préjugés obscurcissent le jugement. Un jeune prodige détruit un millionnaire préjugé aux échecs, le titre a fusé sur Internet. Les sections de commentaires ont explosé. Quelle honte pour cette femme. Ce garçon mérite toutes les opportunités du monde. Victoria Whitman était devenue persona non grata dans son cercle social privilégié. Son club de golf lui a retiré son adhésion sous la pression d'autres membres. 3 associations caritatives ont discrètement retiré son nom de leurs événements. Même Hamilton,
son amie de longue date, a commencé à l'éviter en public. Victoria a toujours été arrogante, a déclaré l'épouse d'Hamilton lors d'un dîner à Malibu. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi cruelle, humilier ainsi un enfant devant tout le monde. Le pire pour Victoria fut de réaliser que Diego n'avait jamais cherché la vengeance ni la gloire. Il avait simplement joué aux échecs, un sport qu'il avait maîtrisé grâce à un dévouement discret. L'humiliation qu'elle avait subie était auto-infligée, née de ses propres préjugés. Carmen a été promue responsable du nettoyage dans un hôtel 5 étoiles de Santa Monica, un poste 3 fois plus bien payé et bénéficiant d'une couverture médicale complète. Ce n'était pas de la charité. C'était une reconnaissance de son professionnalisme, attendu depuis longtemps, enfin perçu sous un angle exempt de tout préjugé. Diego a fondé un programme d'échecs en ligne gratuit qui mettait en relation des jeunes issus de communautés défavorisées avec des mentors universitaires. En moins de 6 mois, plus de 1200 enfants apprenaient non seulement à jouer, mais aussi à réfléchir stratégiquement à la vie. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, a déclaré Diego dans une interview avec CNN. Victoria Whitman m'a appris que certaines personnes ont besoin de tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Lorsqu'on lui a demandé s'il en voulait à la femme qui avait tenté de lui faire honte, Diego a souri avec le même calme dont il avait fait preuve cette nuit-là. Les rancunes ne sont que des pièces qui gênent le jeu. Je préfère me concentrer sur ce que je peux construire. Victoria assista seule à cet entretien, dans la même demeure désormais vidée de ses amis. Pour la première fois, elle comprit ce qu'elle avait réellement perdu, non pas une partie d'échecs, mais la chance de devenir une meilleure personne. Hamilton l'avait appelée une fois après l'incident, juste pour lui dire « Victoria, tu as créé cette situation, Diego n'a fait que répondre avec la classe que tu aurais dû incarner dès le départ. » Mais la leçon qu'il a donnée ce soir-là a résonné bien au-delà des frontières dorées de Beverly Hills. Il a prouvé, sans élever la voix ni écraser quiconque, que la véritable grandeur ne découle ni des lignées prestigieuses ni des fortunes héritées, mais d'un caractère trempé dans l'adversité et révélé dans la dignité. Là où d'autres voyaient en lui une cible facile, il a vu un défi, et chaque humiliation qu'on lui infligeait devenait une brique de plus dans l'édifice de son triomphe. Aujourd'hui, quand Diego lève les yeux vers l'avenir, il ne perçoit plus de barrières dressées par les autres, seulement des opportunités, nées de sa détermination et de sa foi inébranlable en ce qu'il peut accomplir. Victoria avait tenté de l'écraser, espérant grandir dans le contraste de sa chute, mais en agissant ainsi, elle a dévoilé une vérité que bien peu osent regarder en face. La grandeur ne se mesure pas à la hauteur que l'on atteint, mais au nombre d'âmes que l'on élève sur son passage. Dans le petit salon modeste de leur appartement, Carmen, sa mère, avait accroché une photo de Diego recevant sa première distinction académique à Stanford. À côté, un certificat encadré, celui de son programme d'échecs, témoignait de l'impact qu'il avait déjà sur des milliers de jeunes ou des victoires silencieuses que l'argent ne peut ni acheter ni effacer, et que les préjugés ne peuvent plus atteindre. Diego a compris que la plus belle vengeance n'est pas de réduire ses détracteurs au silence, mais de bâtir quelque chose de si grand, de si lumineux, que leur mesquinerie paraît soudain dérisoire, presque risible. Victoria Whitman avait voulu faire de lui une distraction, un moment de divertissement à son image. Diego Santos est devenu un symbole, une leçon vivante, un miroir tendu à ceux qui se croyaient invincibles. Et c'est là toute la différence non seulement dans une partie d'échecs, mais dans ce qu'on appelle la vie.